dire très très bref, je crois, une minute, c'est ça, sur une situation qui est assez complexe. D'abord, le Brésil n'est pas seul parmi les pays émergents qui connaissent des problèmes économiques aujourd'hui. Y compris la Chine connaît un taux de croissance plus faible et des possibilités, comme on dit, de hard landing assez fortes. Donc aujourd'hui, la plupart des pays émergents connaissent des problèmes. Ça, c'est la première chose. Ceci dit, et c'est très intéressant à voir, pendant très longtemps, le Brésil a vécu auprès des médias et auprès aussi du gouvernement, a vécu avec un mythe. C'était l'Eldorado. Il n'y a pas encore très longtemps, je me souviens avoir été plusieurs fois interviewé par des journalistes disant mais c'est l'Eldorado, il faut y aller. Oui, non, c'était pas l'Eldorado. Et la deuxième chose, c'est le pays des couches moyennes. La majeure partie de la population faisant partie des couches moyennes, oubliant ce faisant que 90% des emplois créés ces 10 dernières années n'auraient été simplement que entre la tranche 1 à 1,5 salaire minimum. Ce qui veut dire en termes clairs que c'est une définition assez laxiste des couches moyennes et de ce fait illusionniste. Quelle n'a pas été la surprise de voir ce qui est en train de se passer. Dans le pays miraculeux, les gens réclament tout simplement des transports décents. Dans le pays miraculeux, les gens réclament tout simplement des logements décents, une santé décente, etc. C'est quand même... Donc il y avait quelque chose. Il y avait un problème, et c'est un peu ce problème que je vais essayer de montrer. Alors d'abord, les points positifs. Tout mythe repose un peu sur la réalité. Le premier point positif, c'est que la croissance, même si elle n'est pas très élevée, est plus élevée que dans les années 90. Mais elle est très chaotique. Par exemple, en 2009, avec la crise, 0%. En 2010, 7,5%. Ça y est, le Brésil, c'est devenu la Chine. Mais manque de chance, immédiatement après, c'est 2,7%. Et après, c'est une croissance à la française, 0,9%. Et aujourd'hui, on espérait 3%. Maintenant, on pense à peu près 2% dans le meilleur des cas. Donc, une croissance, certes, mieux qu'auparavant, mais qui n'est pas non plus terrible. Ça, c'est quand même positif qu'elle soit mieux qu'auparavant. Une baisse très légère des inégalités. Dans un pays où les inégalités font partie les plus élevées du monde. Mais baisse très légère des inégalités, en oubliant de dire qu'il y a, quand on calcule les inégalités, de manière macroéconomique, il faut voir d'un peu plus près. Il y a deux enflures, il y a moins de pauvres, donc là-dessus, c'est l'expression de moins d'inégalités, mais il y a aussi beaucoup plus de riches, les 1% de la population, chiffre qu'on ne donne jamais. Dans les statistiques, vous avez toujours 5 ou 10% les plus riches, mais jamais les 1%. Mais il y reste promené pour savoir que le Brésil a, pour utiliser l'expression d'un syndicaliste brésilien, Lula a été le père des pauvres et la mère des riches. Donc on a quelque chose d'assez extraordinaire de ce point de vue. Donc, déjà, deuxième point positif aussi, balance commerciale, ça c'est très important. Balance commerciale excédentaire pendant des années et des années. C'est-à-dire, ce pays, à l'égal par exemple aussi également de l'Argentine, ne va plus vivre sous la contrainte externe. Ça c'est quelque chose de fantastique. Et il va accumuler en plus des réserves qui viennent un petit peu de ses excédents commerciaux et beaucoup des entrées de capitaux. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment son argent. Mais c'est un mythe, comme je disais tout à l'heure. C'est un mythe parce que la croissance n'est pas si élevée que ça, et surtout parce que il y a un phénomène au Brésil qu'on rencontre aussi également dans d'autres pays d'Amérique latine, c'est ce qu'on a appelé la primarisation. Aujourd'hui, 62% des exportations sont des matières premières. 62%. C'est considérable. Je vous rappelle qu'il y a à peine 15 ans, la majeure partie des produits exportés étaient manufacturés. Là, nous sommes en présence d'une concentration de plus en plus forte vers l'exportation de produits de type primaire, matières premières. Et le premier client du Brésil est devenu la Chine. Et pourquoi y a-t-il pas eu, pourquoi la contrainte externe a-t-elle disparu? Eh bien tout simplement parce qu'on a eu à la fois, grâce à l'essor économique de la Chine, on a eu à la fois une augmentation des volumes exportés de matières premières et une augmentation des prix des matières premières. Donc on a une primarisation et à côté de la primarisation, il y a aussi le fait que le pays pratiquait une politique de taux d'intérêt extrêmement élevé. Et quand on dit par exemple que les taux d'intérêt étaient de 10%, puis après au plus bas 7,5%, comme c'était récemment le cas, nominaux, il ne faut pas oublier que pour les gens, les braves gens, c'était pas 7,5%, ça c'est ce qu'on appelle le taux des bons du trésor. En réalité, c'était beaucoup plus que ça parce que les banques prenaient ce qu'on appelle en économie un spread, c'est-à-dire un écart pour éviter notamment les défaillances de crédit, etc. Mais gigantesque. Donc, on a des entrées de capitaux massives
qui sont non seulement des investissements étrangers directs, mais des investissements dits de portefeuille. L'ensemble de ceci fait quoi? L'ensemble de ceci fait que le taux de change tend à s'apprécier et effectivement s'apprécie et s'apprécie relativement fortement, ce qui est bon d'ailleurs pour limiter l'inflation. Donc, si le taux, ça excusez-moi c'est les économistes, mais si le taux de change s'apprécie, ça veut dire qu'il est beaucoup plus facile d'importer que d'exporter. Et ça veut dire que face à la Chine, quand on lui achète des choses, eh bien on est quand même contraint de lui acheter d'autres choses. Et qu'est-ce qu'on lui achète? On lui achète des produits manufacturés. Et ces produits manufacturés, ben, c'est quoi? Eh bien c'est tout simplement à la place, pour partie d'entre eux, de ce qui se produit dans le pays. Ça c'est quelque chose de très important. Depuis 2006, la balance commerciale de produits industriels, ce qu'on appelle l'industrie de transformation, au Brésil est négative. Et aujourd'hui c'est un véritable gouffre. En dehors de quelques fleurons comme Embraer, comme la Petrobras et quelques autres, le Brésil a des grosses difficultés de compétitivité. Ça, c'est un problème que nous aussi nous connaissons. Et chez eux, ça n'entraîne pas la délocalisation, ça entraîne la désindustrialisation. Donc, on a un phénomène massif de désindustrialisation ces dernières années au Brésil. Ça, je crois que c'est peut-être ce qui distingue très fortement le Brésil d'autres pays d'Amérique latine, une désindustrialisation très, très importante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'emploi? Vous savez sans doute qu'on dit comme ça que c'est un pays qui est proche du plein emploi. On dit en lui-même à l'actif des gouvernements d'avoir augmenté ou diminué le chômage. N'oublie pas une chose quand même, dans des pays dans lesquels plus de la moitié de la population dans le secteur privé est informelle, c'est-à-dire travaille sans aucun droit, ou très peu de droits, eh bien, ce serait un luxe, mais un grand luxe, que de devenir chômeur, parce qu'on n'a pas les moyens. Donc on cherche dans l'informel des emplois de stricte survie quand on a des problèmes. Donc on travaille, parce qu'on ne peut pas ne pas travailler. Donc le chômage concerne simplement les catégories supérieures de l'emploi formel. Et c'est vrai qu'il a baissé quand même cependant. Mais ce qui est très important de voir, c'est que déjà commence à apparaître ce qu'on appelle, du fait qu'il y a eu un effort quand même dans l'éducation, qu'il y a eu un effort dans la santé, il n'y a pas de correspondance. Il n'y a pas de correspondance dans les emplois offerts. Il y a ce qu'on appelle un déclassement déclassement, c'est-à-dire vous ne travaillez pas par rapport à votre qualification, vous ne trouvez pas d'emploi qui correspond à votre qualification et donc vous êtes frustré. En plus, vous avez de plus en plus d'emplois dits précaires. Ça frustre aussi, ceci. Donc ça, c'est le premier point de la situation du pays. Face à ça, Dilma Rousseff, s'est retrouvée, excusez l'expression, coincée. C'est-à-dire l'héritage de Lula, c'était merveilleux, mais ensuite c'est devenu beaucoup plus difficile. Beaucoup plus difficile pour des raisons simples. D'abord, la première, elle est simple, c'est qu'il y a une désindustrialisation. Donc on a une diminution de l'excédent commercial malgré les exportations de produits primaires. La contrainte externe va apparaître maintenant de manière beaucoup plus forte lorsque la Chine va connaître une réduction de son taux de croissance. Le prix des matières premières, surtout de minerais, va baisser. Et donc, par conséquent, le Brésil va se retrouver le mois dernier, pas ce mois-ci, mais le mois dernier, avec un déficit de sa balance commerciale. Bref, le Brésil connaît à nouveau ce qu'on appelle les contraintes du stop and go. Et ça, c'est très important. Ça veut dire, en termes clairs, stop and go, ça veut dire volatilité ensuite de l'économie. Ça, c'est vraiment très, très, très important. Alors, Dilma Rousseff, ce que va-t-elle faire? Problème de compétitivité. Eh bien, elle va rompre, elle va chercher à rompre avec la politique de taux d'intérêt. Elle va baisser les taux d'intérêt. Et c'est vrai, les taux d'intérêt ont baissé pour être, en termes réels, quand même, à peu près à 2%. 2 points. C'est quand même pas 7,5 nominal, 2 points à peu près en termes réels. Elle va baisser, elle va déprécier sa monnaie. Mais qu'est-ce qui va arriver immédiatement? De l'inflation. Il y a eu une montée de l'inflation, une pression encore plus forte du côté de la balance commerciale. Donc elle change son fusil d'épaule, mais très rapidement. Elle change son fusil d'épaule, elle réaugmente les taux d'intérêt, elle cherche à réapprécier la monnaie. C'est d'autant plus facile que si vous augmentez les taux d'intérêt, il y a de l'argent qui arrive, et donc ça peut apprécier la monnaie. Mais ce faisant, en réappréciant la monnaie, elle retombe dans le piège d'où elle est tentée de sortir, à savoir le piège comment faire pour améliorer la compétitivité. Si vous appréciez la monnaie, bien, vous avez le contraire de ce que vous désiriez au départ. Ça, c'est un énorme problème. Alors, que va-t-elle faire? Elle va tout simplement, c'est une discussion qu'on a eue ici, en France,
Elle va alléger les charges sociales des entrepreneurs, dans certains secteurs tout au moins. Et comment s'en sortir à partir de ce moment-là? Quand il n'y a pas énormément d'argent, ça signifie réduire certains types de dépenses publiques. D'où le problème ici que tout ce qui n'a pas été fait sur les infrastructures bien, sera encore moins fait. Parce que les contraintes, cette fois-ci, au niveau budgétaire, sont extrêmement fortes. Et ça, c'est la situation à la veille, des mouvements sociaux dont on va, disons, creuser. 1 minute ou 2 minutes, on passe, si tu permets, la leçon des choses. La leçon des choses, c'est que la période Lula, si je puis dire, les deux phases Lula, les 2 mandats de Lula, ont été très importantes, ont apporté énormément, je crois, il y a énormément de points positifs en matière surtout de pauvreté, mais force est de reconnaître que l'argent qui venait de l'extérieur par la primarisation a été, excusez du peu, un peu gaspillé. C'est-à-dire, au lieu d'essayer de favoriser par une politique industrielle une industrie qui connaissait les problèmes, améliorer sa compétitivité, on l'a laissé aller. Il était beaucoup plus simple de continuer à importer que, évidemment, d'aider des entreprises. Donc ça, c'est une responsabilité à ce niveau-là, à savoir pendant très longtemps, du temps de Lula, pas à la fin, mais pendant tout au début, le mot politique industrielle était un mot ONI, interdit. Ce qui veut dire qu'on a laissé ce secteur tomber. On l'a laissé relativement tomber, et malgré le fait qu'il y a la BNDES, une très grande banque nationale de développement, etc., on a laissé tomber les infrastructures. J'ai les chiffres ici qui sont effarants. Les chiffres sur les investissements publics en matière ferroviaire, par exemple, c'est à ne pas le croire. On a laissé tomber la qualité de l'enseignement en faveur du volume. On a laissé tomber la qualité de la santé en faveur du volume. Et tout ça se paye aujourd'hui, et se paye relativement cher. Et s'il y a encore plein emploi, entre guillemets, cela vient de ce que la population, une grande fraction de la population de ces nouvelles couches dites moyennes, mais je préfère mettre beaucoup de guillemets quand j'utilise le terme couche moyenne, surtout pour les couches basses, les couches moyennes, se sont complètement frustrées, car on leur avait promis l'Eldorado, et ce qu'elles trouvent, ce sont surtout des emplois déclassés, précaires, et face à cela, les fameux 1% dont on parlait, qui se sont enrichis, qui s'enrichissent énormément, et en partie à cause de la corruption, et cette corruption vient pour grande partie, précisément, et ça c'est très important, précisément de cet effort qui est fait de manière précipitée pour construire les stades, pour construire toute une série d'infrastructures qui sont liées non seulement à la Coupe du Monde de football, mais également aux Jeux Olympiques. Donc il y a une espèce de marée, et c'est ça qui est, je crois, très intéressant à voir, une marée qui traduit cette insatisfaction, qui traduit le fait que c'était un mythe, et les gens prennent de plus en plus conscience que c'était un mythe. Le Brésil redevient, si je puis dire, normal. C'est-à-dire connaît les problèmes, et de graves problèmes qu'il nous faut ici essayer de réaliser.